Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire des Supply Chain Leaders. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir partager l'expérience de Wonderbox, le leader européen des coffrets cadeaux. Merci à Pascal Joanneau, directeur recherche et développement et ex-directeur des opérations et supply chain chez Wonderbox, qui va nous expliquer comment la supply chain du groupe a mis en place en 8 mois un cockpit pour gérer de façon centralisée et optimisée tous les flux liés à la planification de sa supply chain. La présentation durera 30 minutes et sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans la session Q&A à droite de votre écran. Je laisse à présent la parole à Pascal pour commencer cette présentation. Bonjour à tous, je suis Pascal Joanneau. Merci Aude pour cette introduction. Aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous l'expérience et les bénéfices du projet mené chez Wonderbox en 2018 et 2019, qui vise à l'amélioration de nos processus de prise de décision par la mise en place d'une nouvelle organisation et le support de solutions informatiques. Alors, je n'arrive plus à faire défiler. Mon écran est figé, je ne sais pas si vous voyez les diapositives. Allô J'ai un Pascal? souci, oui. Ouais, je vais regarder pour partager aussi la présentation. Laissez-moi Parce que juste là, le je temps peux de... plus, apparemment, je peux plus rien bouger. Ok, Je sais pas ce qui se je passe. vais partager, il n'y a pas de souci. Hop. Ah, Juste c'est un vous. petit instant. C'est bon, c'est revenu? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Pardon pour l'incident technique. Pas de Donc, souci. je vais commencer par vous présenter donc le contexte et surtout une présentation rapide du groupe Wonderbox. Donc, ah, voilà. Donc, le Wonderbox est le leader européen sur le marché des coffrets cadeaux. Nous avons également une position de leader aux Pays-Bas avec plus de 80% de parts de marché dans le secteur des cartes cadeaux. Nous sommes numéro 1 ou 2, en deuxième position, sur quasiment tous les marchés de l'Europe de l'Ouest, avec une moitié de notre chiffre d'affaires donc qui est réalisé sur le marché français où le marché du coffret cadeau est le plus disputé. Le groupe Wonderbox propose une large gamme de produits avec de nombreuses marques, dont Wonderbox est la principale vendue dans quasiment tous les pays. Nous avons également d'autres marques issues de sociétés acquises au cours de ces 5 dernières années par le groupe et qui complètent en fait l'offre Wonderbox par des apports complémentaires sur des thématiques différentes. Chaque marque aborde donc différentes thématiques telles que le sport, le bien-être, la gastronomie, les voyages, la culture et les parcs de loisirs. Nous sommes également de plus en plus présents dans le secteur de la carte cadeau à travers une large diversité de cartes cadeaux donnant accès soit à des activités diverses et variées qui ouvrent de nouvelles portes dans le monde des loisirs, mais aussi à travers des cartes de paiement qui permettent encore de se faire plaisir et d'accéder à une offre encore plus large dans le domaine des loisirs. Le groupe Wonderbox s'adresse à de nombreux canaux de distribution. Comme vous pouvez le voir, la grande distribution alimentaire ou spécialisée est le principal canal, suivi de près par les sites web. Nous avons également d'autres canaux tels que les agences de voyage, les comités d'entreprise et enfin un canal spécifique que nous appelons B2B où nous proposons des solutions d'affaires en adaptant nos produits standards pour concevoir des produits personnalisés et packagés aux couleurs de nos clients. Nos différents clients ont évidemment de nombreuses règles logistiques différentes auxquelles nous devons répondre et nous gérons également un flux B2C dans chaque pays, issu de nos ventes Internet ou de nos ventes en tant que solution d'entreprise, puisque celles-ci peuvent s'adresser également à des particuliers.
Toute cette diversité de demandes de services nous oblige à faire face à des besoins variés, non seulement en fonction de nos clients, mais aussi en accord avec les habitudes des pays où nous sommes présents. Wonderbox est une jeune entreprise qui a démontré au cours de ses 16 dernières années d'existence une croissance continue, transformant l'entreprise d'une start-up en un groupe multinational détenant plusieurs sociétés acquises au fil du temps. La croissance a d'abord été gérée par l'implantation de la marque Wonderbox dans de nouveaux pays. Puis, nous avons renforcé notre présence en Europe par l'acquisition et la fusion avec de nouvelles marques fortement implémentées dans d'autres pays. Cette croissance rapide a été faite avec la volonté de garder un état d'esprit de start-up, mais tout en incluant une agilité et une exécution rapide dans la conduite de nos projets. C'était un grand défi de faire face, et ça l'est toujours d'ailleurs, de faire face à la complexité croissante des types de clients et à la gestion de plusieurs marques, tout en désirant rester flexible, agile et productif. Dans ce contexte, il était important pour nous d'envisager une transformation en profondeur pour gérer la croissance et assurer la gestion de cette croissance. La plupart des départements de l'entreprise n'étaient pas intégrés les uns aux autres. Nous échangeons beaucoup de fichiers Excel, comme beaucoup d'entreprises doivent encore le faire, et on construisait beaucoup de choses manuellement pour les retravailler dans d'autres directions, et puis enfin les réinjecter dans des outils informatiques qui étaient indépendants les uns des autres. Notre direction des systèmes d'information a entrepris de construire un corps modèle pour le groupe, avec une profonde révolution pour nous amener vers des choses beaucoup plus intégrées et beaucoup plus fluides. L'un des principaux projets de ce corps modèle a été le projet Eiffel, donc, que nous avons mis en place avec la mise en œuvre d'SAP, afin de permettre l'interfaçage automatique entre les directions, notamment opérations et financières. Le projet a été mené au cours donc des 2 dernières années, et en plus de ce projet, donc il y avait une forte exigence de la part de la direction générale et de la direction commerciale pour garder une certaine agilité dans les prévisions et une prise de décision rapide concernant soit le réapprovisionnement des points de vente, soit la gestion centralisée des stocks pour assurer la couverture du business. Il était donc très important pour nous de pouvoir simuler de nouvelles campagnes de vente, des nouvelles acquisitions de sociétés, des nouvelles marques introduites sur le marché pour prendre des décisions et obtenir un consensus de l'ensemble de la société, et également d'anticiper les actions pour faciliter l'exécution. On a donc lancé un projet qui s'appelle Magellan et qui a été donc lancé afin de sélectionner une solution pour permettre à la supply chain de Wonderbox de mettre en œuvre une solution d'aide à la décision en matière de prévision, mais également une solution DRP pour le réapprovisionnement de nos points de vente, et puis une solution MRP, donc pour assurer la couverture de notre business dans nos entrepôts en projetant en fait l'atterrissage de nos stocks sur les périodes clés. Après avoir demandé donc des avis, on a fait un appel d'offres à plusieurs éditeurs. Les solutions FutureMaster ont été sélectionnées et donc mises en œuvre dans le cadre du projet Magellan. Donc SAP et FutureMaster ont été bien sûr mis en œuvre en gardant à l'esprit l'alignement sur des développements standards, c'est-à-dire que nous avons évité de développer des programmes spécifiques et personnalisés, ce qui nous a permis d'aller relativement vite dans ces déploiements. Alors, le projet Magellan avec FutureMaster donc couvre pour nous les 3 horizons clés, qui sont des horizons classiques et qui permettent la gestion des besoins au niveau du groupe. Au cœur du dispositif, donc l'horizon tactique soutient le processus donc SNOP de planification industrielle et commerciale, permettant de comprendre les besoins du marché et en même temps les exigences de capacité associées sur des sites de fabrication ou des sites logistiques qui chez Wonderbox sont tous sous-traités, c'est-à-dire que nous ne possédons pas d'usine ni d'entrepôt. Le cockpit construit avec les solutions FutureMaster nous a permis en fait des liens directs sur cet horizon tactique avec les horizons stratégiques et opérationnels. L'horizon stratégique
couvre la partie prévision à long terme et la planification des capacités et des ressources. En fait, de l'exigence du marché compensée par nos stocks, en fait, nous surveillons notre capacité à couvrir ces besoins sur une base à plus ou moins long terme et qui nous permet de réagir suffisamment longtemps à l'avance pour ne pas avoir de rupture de produits et être sollicité pour une résolution de problèmes en permanence. De l'autre côté, les horizons opérationnels en fait nous aident à suivre l'allocation de nos stocks et la gestion de ces stocks en nous permettant donc de réapprovisionner nos clients à court terme. Et donc cette exécution est faite dans le RP. Alors, les 3 processus clés animent l'activité de la supply chain Wonderbox. Ces processus clés sont gérés à travers des processus décisionnels qui sont abordés dans chacun des 3 horizons clés. Comme donc je l'ai expliqué précédemment, les prévisions de vente sont gérées sur un horizon stratégique afin de comprendre l'exigence du marché sans contrainte sur une période de 18 mois. La première prévision sur un horizon de 3 mois est utilisée pour gérer le processus de DRP et donc sur un horizon tactique. Nous travaillons avec nos clients dans un mode VMI, c'est-à-dire que nous gérons nos stocks, ce qui signifie que en fait, nous proposons systématiquement un réapprovisionnement des points de vente en fonction des prévisions de vente, des positions d'inventaire dans les points de vente, et ceci dans tous les pays où nous sommes présents et où nous pouvons aller jusqu'au point de vente. Nous avons des clients qui gèrent eux-mêmes leur distribution à partir de leurs entrepôts centraux, et dans ces cas-là, nous modélisons le business également avec ces contraintes où ce n'est plus un point de vente que l'on planifie, mais c'est un entrepôt central. Alors, travailler en VMI suppose qu'évidemment, le stock reste notre propriété jusqu'au moment du passage en caisse. Mais même si nous sommes propriétaires de ce stock, nous devons souvent passer par la validation client avant de livrer et donc de pouvoir, nous avons le devoir et même l'obligation d'argumenter notre proposition à partir d'éléments factuels qui évidemment sont fournis dans l'outil de planification. Le procédé donc est également utilisé pour fournir et pour planifier l'approvisionnement de composants semi-finis qui sont génériques, c'est-à-dire communs à tous nos produits, tels que des boîtes qui correspondent au coffret ou par exemple des étiquettes RFID que nous posons systématiquement sur les chèques de nos coffrets cadeaux. Ces composants semi-finis sont stockés afin de réduire les délais de mise sur le marché des produits finis et ils nous permettent également de répondre plus rapidement à des besoins de produits personnalisés. Le cockpit FutureMaster est interfacé avec le RP pour collecter les données de calcul, donc les historiques de vente, nous avons les bases de données produits pour nos clients, évidemment les inventaires dans les entrepôts et tout un tas de commandes qui sont en cours et qui donc impactent les résultats. Les résultats DRP et MRP sont réenvoyés à l'ERP pour des exécutions, donc on est vraiment dans un horizon opérationnel et où on va jusqu'au bout des ordres. Le projet Magellan aborde la complexité globale de la supply chain d'approvisionnement de bout en bout. Il est très important pour nous d'avoir des processus qui évidemment couvrent l'aspect opérationnel d'un bout à l'autre de la chaîne. Notre modélisation, elle se comporte un petit peu comme une fusée à 2 étages. Les prévisions de vente sont, comme vous l'avez compris, le carburant principal qui nous permettent de gérer à court terme donc le réapprovisionnement de nos points de vente par le DRP pour des clients comme la grande distribution, mais également le B2C avec nos sites internet et les clients B2B. Et puis, ce même DRP est un carburant qui est utilisé pour gérer notre planification à plus long terme, le MRP, et le réapprovisionnement de nos produits semi-finis ou finis dans les différents entrepôts du groupe. Cet exercice global contribue à une gestion extrêmement stricte des stocks
à la satisfaction client, puisque nous avons très très peu de ruptures, et surtout nous aide à prendre les bonnes décisions, soit au niveau du point de vente, soit au niveau de l'entrepôt. Enfin, la possibilité de simuler plusieurs scénarios de vente nous est utile, comme vous l'imaginez dans la période actuelle où tout est assez imprécis et très difficile à prévoir. Eh bien, on peut décider à partir d'écarts entre deux scénarios, quelle direction prendre et quelle route choisir. Le projet a été organisé en 16 ateliers, avec des ateliers qui ont essentiellement porté sur le rythme d'exécution des différents processus, sur la conception de l'interface utilisateur et la construction de rapports pour nous permettre de piloter les données. 6 ateliers ont été dédiés à la conception de processus, que vous voyez donc sur cet écran. Essentiellement avec le travail des flux de données d'entrée pour chacun des processus qui ont été décrits et spécifiés pour que le développement informatique puisse se mener après chaque atelier. Le projet a été mené évidemment par des équipes combinées FutureMaster et Wonderbox, en respectant, comme je vous l'ai dit, les normes des solutions FutureMaster qui répondaient évidemment aux exigences spécifiques de Wonderbox. Donc, l'enjeu a été d'être en adéquation avec les standards de l'outil et les exigences du métier. Pour ça, on a fait une conception préliminaire à l'analyse de rentabilisation de Wonderbox pendant la phase de sélection. Et l'éditeur, en fait, nous avons demandé aux éditeurs qui ont répondu à l'appel d'offres de simuler et de modéliser des cas, des business cases, comme on dit. Et ces business cases modélisés, lorsque nous avons choisi FutureMaster, nous ont beaucoup aidé dans les ateliers pour avoir une compréhension mutuelle de ce qu'il fallait mettre en place. Alors, le processus de gestion des données est un élément qui est clé pour la réussite du projet. Il a été indispensable de comprendre à quel niveau d'information nous allions travailler et à quel niveau d'information les processus devaient être gérés. Si on travaille à un niveau trop détaillé, eh bien on augmente en fait la complexité, l'inexactitude, et en fait ça peut conduire tout simplement à l'impossibilité de prendre une décision. Si on est par contre à un niveau beaucoup trop haut, ben on perd la visibilité et on perd surtout, on accroît le risque de ne pas voir le problème. Donc on a utilisé, en fait, nous sommes partis pour structurer nos données de nos hiérarchies à la fois clients et produits, pour décider avec quels objets de planification nous devions travailler. Alors, il était assez évident, puisqu'on travaille au niveau des RP, que nous avions besoin des points de vente et que, comme je vous l'ai expliqué, la fusée étant à 2 étages, il nous fallait également, en termes de lieu, les entrepôts. Donc, ces niveaux d'utilisation étaient utilisés pour gérer les processus. Alors, les informations étaient déjà disponibles dans toutes les fiches clients, dans SAP, et puis nous avions des flux qui étaient suffisamment détaillés à ces niveaux pour nous permettre d'y arriver. En revanche, pour les produits, nous avons tout de suite rejeté le niveau de SKU, car on avait beaucoup trop de variantes et de déclinaisons des produits, et ça devenait un petit peu confus. Donc ça nous aurait augmenté la complexité, ça aurait pris du temps également pour résoudre les problèmes et puis pour faire tourner l'outil. Et finalement, ça aurait rendu l'outil très inconfortable, puisque en multipliant les données, ben évidemment, on avait un peu plus de mal à se focaliser sur les problèmes. Donc on a créé ce qu'on appelle chez nous un modèle de produit, qui est en fait un regroupement de SKU qui présente des similitudes, et on les a représentés à partir de ce qu'on appelle un modèle, c'est une SKU fantôme en quelque sorte. Donc tous les processus sont gérés au niveau tactique et stratégique. Ce n'était pas un problème en fait, et ce n'est pas un problème pour nous de ne pas être en mode exécution, c'est-à-dire d'avoir vraiment la SKU en tête. On a dû donc sur chaque fiche produit dans le RP, dans SAP, on a ajouté donc ce modèle, ce qui nous a permis de faire les agrégations de produits et finalement de piloter le business à partir d'un nombre réduit,
de produits. On exprime toutes nos prévisions clients au niveau modèle pour donc le DRP, pour les points de vente, et pour le MRP au niveau des entrepôts. Ensuite, le principe donc de modélisation, la construction se fait donc, comme je vous l'ai indiqué, par un regroupement de SKU présentant des similitudes. Donc, on gère également le cycle de vie des produits. On dispose d'articles vendables, on gère les produits obsolètes dans les différents groupes, et donc on identifie également la SKU qui est fabricable et disponible. Donc nous avons des notions de commercialisation, des notions de fabrication, et puis des notions d'obsolescence classiques dans un cycle de vie produit. Toutes ces caractéristiques nous faciliteront évidemment la traduction de ce modèle au moment de l'exécution, soit dans un contexte commercial, soit dans un contexte de fabrication. Alors, les langages modèles, en fait, nous ont offert de nombreux avantages. Comme je vous l'ai dit, une réduction des enregistrements de données, donc une simplification pour les utilisateurs dans l'interface d'être plus précis, et surtout de permettre une résolution rapide des problèmes, et donc une prise de décision également tout aussi rapide. Alors, le processus SNOP est géré en 3 étapes. Donc, vous avez les prévisions qui sont gérées au niveau du modèle client. Le calcul est proposé par FutureMaster, c'est-à-dire que l'outil joue pleinement son rôle. Il est basé évidemment sur l'historique de vente, mais aussi sur les plans marketing, sur des ajustements commerciaux qui sont liés à des événements clients. Et donc, nous avons un premier résultat qui nous est proposé par l'outil et qui est converti au niveau modèle point de vente afin d'affiner les ajustements avec nos clients. Lors de la réunion finale, donc SNOP, avec le marketing, les ventes, la finance, on peut encore ajuster dans le cockpit les prévisions afin d'obtenir ce que nous appelons chez nous la prévision finale. La réunion est gérée directement à partir du cockpit. Les réglages sont effectués immédiatement. Donc, on peut voir tout de suite les impacts et les résultats. Et évidemment, c'est un processus qui est géré mensuellement puisque nous revoyons nos prévisions tous les mois en fonction des événements du marché. Une fois que ces résultats de prévision sont finalisés, eh bien, nous les utilisons chaque semaine pour faire notre réapprovisionnement de points de vente sur un horizon de 3 mois, avec des propositions de réapprovisionnement qui sont validées par le client. Il faut savoir que certains clients, à la suite d'exercices donc répétés toutes les semaines, voient que en fait nos prévisions sont gérées, nos réappros sont gérés, et donc nous font de plus en plus confiance et acceptent, je dirais, nos réapprovisionnements d'une façon extrêmement rapide. Donc, on utilise ensuite un DRP sur un horizon de 18 mois qui, en fait, va nous servir à projeter notre atterrissage de stock et de vérifier que nous avons une couverture suffisante dans nos entrepôts pour pouvoir répondre à nos besoins business. Alors, DRP au niveau point de vente modèle. Il est donc dans l'outil, dans les solutions FutureMaster exprimé à ce niveau-là, et évidemment pour le rendre opérationnel et pour pouvoir l'exécuter, eh bien nous avons besoin de le traduire, de le convertir en besoin de réapprovisionnement hebdomadaire. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des besoins qui sont consolidés sur un horizon de 2 à 4 semaines, par client, par point de vente. Et c'est une fois que la traduction est faite, ces résultats sont transférés dans l'ERP en SKU vendables. Donc là, nous travaillons avec des produits commercialisables, et derrière, en fonction donc des différentes stratégies, eh bien, nous avons des produits qui sont attribués à tel ou tel client en fonction du marketing commercial, d'une stratégie de grand compte, et dès la validation client, donc les commandes sont validées, poussées dans le ERP pour une exécution dans les entrepôts.
Une fois que les résultats des RP donc sont disponibles, eh bien on exécute un calcul de besoin puisque nous avons géré donc le réapprovisionnement de nos points de vente, en compensant donc nos besoins par nos besoins commerciaux avec le stock disponible et qui est vendable dans l'entrepôt. Le résultat de tout ça est donc un plan d'approvisionnement qui est exprimé soit au niveau du produit fini modèle pour qu'on puisse vérifier la capacité, soit au niveau du modèle semi-fini produit afin de planifier les stocks de produits finis dans nos entrepôts. On a donc établi pour cet exercice, comme on a des SKU fantômes, on a des nomenclatures fantômes qui nous permettent, attachés au modèle, eh bien, de regarder à quel niveau on travaille, soit au niveau produit fini, soit au niveau produit semi-fini pour répondre aux besoins du marché. Alors, comme vous l'avez compris, le projet Magellan a couvert et couvre toute la portée et tous les objectifs fixés par Wonderbox en termes de gestion de la supply chain. On a une facilité de modélisation qui est assez simple, qui nous permet de réagir très rapidement, soit lors de lancement de nouvelles marques, soit lors d'une acquisition de nouvelles entreprises, soit lors de la mise en place d'une nouvelle campagne commerciale sur le marché. Les deux solutions FutureMaster, donc gestion de la demande et planification de la distribution, abordent nos processus clés sur les horizons clés, tout en nous aidant à gérer les enjeux de la chaîne d'approvisionnement. Alors, en termes de périmètre, le projet couvre 7 pays avec plusieurs marques dans chacun des pays et une équipe de 11 à 15 utilisateurs clés, dont 3 gèrent des prévisions de manière centralisée et le MRP du groupe, pour avoir un atterrissage consolidé, et le DRP qui reste une phase de gestion locale, évidemment, avec les points de vente. Comme Aude vous l'a dit, ce projet a duré 8 mois. Nous avons donc eu un déploiement ensuite progressif dans les pays et aujourd'hui, nous continuons à travers les fusions que nous faisons à implanter ce processus. Alors, la solution, elle est totalement intégrée avec nos interfaces SAP, les données sont chargées de façon automatique dans le cockpit et donc on a quelque chose d'assez fluide et d'intégré dans notre système d'information. Alors, on va parler très rapidement pour conclure donc des avantages. Alors évidemment, les bénéfices sont mesurés régulièrement. Indépendamment de l'augmentation de la productivité et de la précision des prévisions, de la réduction des stocks, les économies connectées en logistique. Le projet a surtout été l'occasion de piloter une impressionnante gestion du changement au sein des équipes, notamment de la direction des opérations, au niveau central et local. Ça nous a permis de faciliter les fonctions qui sont liées à la chaîne d'approvisionnement. Ça a surtout renforcé la confiance de nos équipes, stabilisé un chiffre d'affaires en laissant des gens gérer plutôt leurs affaires plutôt que d'exceller dans la manipulation des feuilles Excel ou des fichiers Excel. Alors, outre les bénéfices mesurables, eh bien, le projet Magellan a aussi sécurisé dans l'entreprise des processus décisionnels, donc sur les fameux 3 horizons, en gardant agilité et flexibilité d'une startup. Les processus sont gérés déjà par tous, et ça permet aux équipes de se sentir un petit peu plus en sécurité par rapport à des décisions qui sont prises. Alors, facteur clé de succès, comme je vous l'ai dit, des solutions standards. Nous avons vraiment veillé, comme pour SAP, à ne pas nous disperser dans des constructions un peu spécifiques pour notre business, et on a su trouver grâce à l'aide des équipes FutureMaster la possibilité de garder des solutions dites standards. L'avantage, c'est qu'on avait une vision assez claire du business quand
quand on a lancé le projet, on avait des sponsors et des équipes pleinement engagées, et puis on a pu fédérer de nouveaux acteurs autour du projet. Enfin, la collaboration avec les équipes Future Master, on a fait des ateliers chez Future Master de façon à être vraiment tranquille pour pouvoir travailler. On s'est enfermé dans des salles et on a pu accéder vraiment à une grosse connaissance des solutions avec des gens très experts qui nous ont permis de nous apporter toutes les solutions répondant à notre business. Gros focus également sur la phase de construction des données, puisque évidemment tous ces outils-là fonctionnent avec des données, donc il a fallu nettoyer de données, construire nos modèles, mais c'était des choses très importantes pour pouvoir arriver à nos solutions. La conduite du changement. Alors, on avait de très très forts turnover au niveau de nos équipes par manque d'intérêt sur des métiers qui étaient pas forcément vus là où ils étaient. Donc, on a redéfini les tâches en les dotant d'un peu plus de valeur ajoutée. On a impliqué très fortement les équipes dans le projet de manière à ce qu'elles se l'approprient. C'était notre projet, puis le leur surtout. On a veillé évidemment à la disponibilité des équipes, et puis on a surtout mis un terme à beaucoup de fichiers Excel, ce qui a permis pour les gens de passer plus de temps à l'analyse des données et du business plutôt que de passer du temps dans des fichiers. Donc tout ça évidemment a résulté à un turnover d'équipe qui a chuté, avec des effectifs qui se sont stabilisés par rapport à ce que nous avions avant. Voilà. Je laisse Super, maintenant merci, la parole merci Pascal. à vous et à vos questions. Merci Pascal pour ce partage d'expérience. Vous avez très bien expliqué pourquoi il est indispensable aujourd'hui pour les entreprises, d'autant plus dans un contexte de crise sanitaire, de mettre en place une supply chain agile. Nous allons à présent commencer la session de questions-réponses. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Nous allons tenter dans les 15 minutes à venir de répondre à un maximum d'entre elles. La première question que nous avons reçue, Wonderbox a une activité basée sur les services. Pouvez-vous décrire la valeur que la supply chain apporte à ce type d'entreprise? Alors, nous avons effectivement dans cette Wonderbox en fait s'adresse à différents types de clients. Nous avons des distributeurs qui évidemment vendent nos produits. Nous avons des acheteurs qui choisissent nos produits, et enfin nous avons des bénéficiaires qui utilisent nos produits, et puis nous avons des partenaires qui utilisent nos produits pour faire des vitrines. Donc il est vraiment très important en termes de marché et de mise sur le marché d'avoir des délais extrêmement courts, de façon à avoir une offre la plus, j'allais dire, rafraîchie possible. Et donc, les enjeux pour nous sont de pouvoir être toujours à l'heure et toujours à la pointe en termes de propositions. Donc, le service, il est de tous les côtés, et évidemment, comme vous l'imaginez, on a à cœur tout au long de la supply chain de répondre à l'ensemble évidemment de ses clients, puisque chacun trouve, je dirais, son bonheur dans la mise en place de ces produits. Alors, c'est des produits qui sont assez exigeants pour tout le monde, et donc il est indispensable pour nous au niveau de la supply chain de répondre sans faille à ces exigences de service. Ok, très clair. Comment gérez-vous le réapprovisionnement du point de vente? Alors, les réapprovisionnements de points de vente, alors, comme je l'ai dit, pour les points de vente sur lesquels nous avons des données, c'est-à-dire que nous pouvons suivre à travers nos tags RFID, et puis surtout ce qu'on appelle chez nous la supply chain digitale, nous pouvons suivre le produit dans toutes ses étapes, c'est-à-dire de la création du code, du numéro de série du produit, jusqu'à la consommation donc de ce produit. Nous pouvons suivre notre produit tout au long de la chaîne. Alors, pour le réapprovisionnement des points de vente, c'est assez simple. Nous avons évidemment, comme je vous l'ai expliqué dans l'outil, des prévisions par point de vente que nous savons traduire au niveau de produits physiques, et nous pouvons suivre à travers donc les historiques de vente
et la détection des stocks dans les magasins, nous avons tous les éléments clés qui nous permettent de faire un calcul de besoin en fait au niveau du point de vente. Ces calculs de besoin, évidemment, on a plus de 17 000 points de vente en Europe. Vous imaginez qu'on ne le fait pas à la main. Et donc, la puissance d'un outil comme FutureMaster nous permet de quelques, allez, on va dire heures ou minutes, suivant le périmètre que l'on gère, d'obtenir tout de suite des propositions, de pouvoir les analyser de façon consolidée et derrière de les proposer aux clients. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, certains clients nous font confiance, donc en fait, on calcule les besoins et on expédie les commandes. D'autres demandent quand même à voir nos chiffres et à les comprendre. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement clair. On a même des clients qui nous demandent nos chiffres pour pouvoir constituer leur stock. Alors ensuite, nous avons comme je l'ai dit, des clients qui ont des entrepôts centraux. Et là, effectivement, on peut les aider également à travailler sur la replanification de leurs points de vente en fonction des chiffres de vente que nous avons. Mais eux seuls restent décisionnaires des quantités de produits qu'ils expédient dans leurs points de vente. D'accord, ok. Nous avons reçu une autre question. Quel sera l'avenir de la supply chain de Wonderbox dans un contexte de digitalisation? Alors, on ne peut même pas parler d'avenir puisqu'on y est. Bah En oui. fait, comme je vous l'ai dit, tous nos produits sont tracés depuis l'entrepôt, enfin depuis la création du code enfin, l'utilisation de ce code. Donc, tous nos numéros de série sont gérés dans des bases et nous suivons tous les flux des produits, sachant que suivant les pays où nous travaillons, eh bien, on a soit un suivi de la supply chain digitale complet, donc de la création du code, de la fabrication du coffret jusqu'au stockage dans l'entrepôt, la préparation de commandes, l'expédition, la livraison sur le point de vente. Donc ça, c'est pour des modes de fonctionnement sur lesquels nous sommes assez pointus. Et puis, de toute façon, dans l'ensemble des pays, à partir du moment où votre produit passe en caisse, c'est-à-dire s'active, puisqu'avant il n'est pas activé, donc le coffret ne vaut rien. À partir du moment où il passe en caisse, c'est-à-dire que vous avez une valeur faciale qui est rentrée sur le produit, eh bien évidemment, nous devons d'assurer la traçabilité de tous ces codes et des valeurs qui y sont associées tout au long de la chaîne. Donc nous sommes à 100% dans la supply chain digitale et je dirais une fois la vente passée, on n'est quasiment plus que dans du digital. Ok. Vous avez mentionné tout à l'heure votre présence dans de nombreux pays européens. Est-ce qu'il existe une différence entre les consommateurs entre les différents pays européens et le modèle de données reflète-t-il ces différences? Alors, pour travailler sur des intégrations donc de filiales dans les pays, évidemment, chaque fois que nous allons dans un pays, nous regardons un petit peu les spécificités du pays, les spécificités des uns et des autres. Étant présent dans de nombreux pays, ben évidemment, nous avons accès à toute cette complexité et on arrive en fait à ranger, j'allais dire, tous nos clients dans des formules, dans des catalogues de services, comme je le disais précédemment. Et donc, évidemment, à partir du corps modèle qui est le nôtre, eh bien, nous mettons en place les solutions qui aujourd'hui permettent de répondre à une grosse variabilité de nos services. Alors, on traite jusqu'à maintenant toutes les livraisons liées à des clients particuliers, tels que ceux du web ou certains clients de notre canal B2B. On les traite dans le même entrepôt que la grande distribution. Alors, en fait, c'est un choix qui a été fait pour l'instant d'avoir un stock. Le stock est commun à tous ces flux. Et donc, on crée à l'intérieur des entrepôts des sous-entrepôts, on va dire, où on va pouvoir ici faire de la personnalisation, ici faire un emballage particulier, ici préparer des commandes pour des clients. Je pense notamment en France à la Fnac, pour lesquels nous préparons directement les commandes dans des containers qui sont directement utilisables par le client.
On fait beaucoup de préparation de commandes également pour que les flux sur des entrepôts soient plus en cross-dock, c'est-à-dire on a également, on aide les gens pour que nos produits arrivent rapidement sur le marché. Donc, on répond finalement à toutes les demandes et des fois même on pousse pour avoir la mise en place de certaines solutions qui nous permettent d'être plus efficaces. OK. Comment intégrez-vous les nouvelles marques dans le processus? Alors, par la modélisation, en fait, comme vous l'avez compris, on a des produits, on travaille au niveau des pays, des marques. Ça, c'est le premier, j'allais dire, les premières clés d'entrée. Et ensuite, eh bien, par marque, nous travaillons avec les modèles, les fameux modèles de produits qui s'adressent à différents clients. L'avantage, c'est que on peut travailler assez rapidement, c'est-à-dire même quand on n'a pas encore mis en place, j'allais dire, toutes les solutions du corps modèle, on peut travailler sur les prévisions de vente et au moins sur la couverture du stock de façon assez rapide, juste par le système de modélisation. Donc, ça fait l'objet de projets spécifiques, mais qui se mettent en place assez rapidement. OK. Pourquoi avez-vous décidé de travailler au niveau du modèle de produit au lieu du modèle SKU? Comment calculez-vous les exigences par SKU? Comment gérez-vous l'introduction et l'élimination progressive dans ce cas? Alors, comme je vous l'ai dit, on avait un nombre de SKU assez impressionnant entre déjà les produits standards et il faut bien comprendre que bon, les produits obsolètes, ça c'est les produits qui sont éliminés, mais nous pouvons avoir en point de vente plusieurs versions de nos produits qui sont commercialisables. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a qu'une et une seule je dirais version qui est fabricable. Donc, en fait, on se retrouve avec une complexité qui est liée au nombre de versions de produits dans nos points de vente. Et évidemment, les prévisions doivent être calculées en fonction d'une consolidation de ces différentes versions. C'est pour ça que l'idée du modèle nous est venue assez rapidement, de façon à ne pouvoir voir qu'un seul produit, y raccrocher toutes les versions commercialisables et la version fabricable, de manière à pouvoir n'avoir qu'un seul objet à traiter. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'évidemment, vous réduisez le nombre de lignes dans vos rapports, donc vous réduisez forcément le temps de calcul de l'outil, et c'est quand même assez important. Et puis surtout, pour la personne qui gère, pour le prévisionniste, c'est quand même plus sympa d'avoir un tableau où vous avez, je sais pas, une dizaine de lignes plutôt que 100 ou 200 lignes à gérer. Donc, ça vous permet également de vous focaliser sur le problème ou les problèmes s'il y en a. OK. Ça, j'allais dire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien voir que nous ne sommes pas dans un modèle d'exécution, nous sommes dans un modèle de planification. Donc, il ne faut pas se précipiter pour déjà anticiper l'exécution. L'exécution, elle vient quand elle doit venir. Et au niveau de la planification, eh bien, on cherche à savoir si on a les ressources, si on est couvert. Et à partir du moment où on a des produits commercialisables dans l'entrepôt qui répondent aux quantités demandées par le business, ben on est j'allais dire, tranquille. Après, on a à réallouer toutes ces versions en fonction des différents clients. Mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus simple que d'avoir, je vous dis, une multitude de lignes à gérer où on peut très vite se perdre. Alors ensuite, OK. comment on gère les produits? Ben, on a un cycle de vie des produits, hein, c'est-à-dire que nos SKU, ben, elles sont soit obsolètes, soit commercialisables et comme je vous l'ai dit, il y en a une et une seule qui est fabricable. Donc sur le niveau des RP, on utilise tout ce qui est commercialisable. Sur le niveau MRP, ben, comme si on a des ruptures de stock, eh bien, on va fabriquer. Eh bien, dans ces cas-là, on exécutera en lançant la version fabricable du moment. Voilà. D'accord, c'est très clair. Du coup, on a une question en lien plus avec l'actualité cette fois-ci. Qu'en est-il de la gestion de la crise de la Covid-19? Avez-vous pu simuler correctement les scénarios et aider les équipes à prendre les bonnes décisions? Mesurez-vous la précision de chaque version? Alors, euh, je n'étais pas aux manettes des opérations donc l'année dernière, puisque comme vous le savez, j'ai changé de poste pour un Mmh. poste en recherche et développement. Mais les équipes
qui ont travaillé pendant cette phase délicate Covid ont pu simuler évidemment le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Sachant que la vérité s'est trouvée entre les deux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la planification, un scénario va vous donner des volumes en fait de vente et des volumes d'approvisionnement. Mais comme l'exercice est répété tous les mois, vous avez finalement une vision assez longue qui va vous permettre d'abord de corriger en permanence vos prévisions en fonction d'événements extérieurs ou de déclarations extérieures. Et donc, petit à petit, vous allez pouvoir conduire, eh bien, je dirais, le scénario valable et prendre les décisions au moment où elles doivent être prises. Donc, si vous voulez, la prévision nous donne un champ de vision qui permet, à partir du moment où l'exercice est fait régulièrement, d'anticiper ou de dire, non, là j'y vais ou là j'y vais pas. Donc, c'est ce qui s'est passé cette année. Et nous avons également pour l'année 2021 le scénario plus et le scénario moins. Et en fonction d'événements qui, je l'espère, vont devenir de plus en plus positifs, eh bien, on migrera d'un scénario vers l'autre. Donc, c'est tout l'avantage d'un outil d'aide à la décision, c'est que vous devez, en manipulant un minimum de données, être capable de vous remettre en question tous les mois et de prendre des décisions qui vous mènent dans le bon sens tous les mois. OK. On a une question par rapport au taux de fiabilité de vos prévisions. Quel était ce taux, avant de mettre en place le projet? Alors, il y a des taux qu'on mesurait, il y a des taux qu'on mesurait pas, et c'était souvent du pas mesuré ou du fonctionnel. Enfin, c'était pas quelque chose qui était très régulier. Pour pas dire quasi inexistant. Aujourd'hui, évidemment, nous mesurons la fiabilité au niveau modèle, puisque c'est à ce niveau-là que c'est exprimé, de nos prévisions. Et évidemment, le fait d'avoir un outil, d'abord, qui nous fait des propositions à partir des historiques de vente et que nous pouvons amender, ces propositions que nous pouvons amender en fonction d'événements qui sont extérieurs, je dirais, à ces historiques, eh bien, on a une fiabilité qui est largement, très largement acceptable pour nous permettre eh bien, de réagir en temps utile. Encore une fois, on n'est pas dans un domaine d'exécution, on se prépare à arriver dans un domaine d'exécution. Donc la fiabilité qui est demandée à ce niveau-là, c'est d'avoir, je dirais, les munitions pour pouvoir répondre au business. Et c'est plutôt en termes de est-ce que j'ai ces munitions je dirais à portée de main. À partir du moment où vous les avez, évidemment, vous pouvez réagir très rapidement et être fiable. D'accord. Et une dernière question, avez-vous déjà défini les prochaines étapes de ce projet? Alors, les prochaines étapes de ce projet, on est en plein dedans, hein, puisqu'on est en train de fusionner toutes les sociétés que nous avons acquises. Et donc, nous avons des projets de mise en place donc du corps modèle Wonderbox qui a été développé par la direction des systèmes d'information avec des développements extrêmement importants et remarquables également pour l'ensemble de nos clients. Comme je vous l'ai dit, nous avons des distributeurs, des acheteurs, des bénéficiaires, des partenaires. Donc, notre système, notre corps modèle s'adresse à tous ces clients dans un but vraiment de service. Donc évidemment, la planification, enfin l'outil de planification est très important parce qu'il nous permet de mesurer le taux de service. Si vous n'avez pas de produit, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc on a quand même, même si on vend des produits digitaux, on vend beaucoup de produits physiques. Il faut savoir que il y a beaucoup de coffrets cadeaux sous les arbres de Noël en général. Donc Noël est une période qui est extrêmement importante pour nous. Et on est donc obligé de répondre à cette demande de service pour ces quatre clients-là. Donc on déploie l'outil et le processus dans le cadre du déploiement donc, du corps modèle du groupe. Et donc, on met en place toutes ces solutions dans les sociétés que nous avons acquises et qui nous ont rejoints.
Très clair. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons, donc terminer sur ce message. Encore merci beaucoup à Pascal et à l'ensemble des participants. Nous sommes, Et merci à très ins vous. merci. Nous sommes très intéressés, par avoir votre retour sur ce webinaire. N'hésitez pas à prendre quelques instants pour remplir le questionnaire en ligne que vous allez recevoir. Pour terminer, nous vous donnons rendez-vous le 18 mars prochain pour écouter le témoignage d'Haribo qui interviendra sur, une thématique, très actuelle, en ce moment, assurer la performance de sa supply chain dans un monde perturbé par la Covid-19. Très bonne journée à tous.